Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour un nouvel épisode consacré à la protection des mares d'altitude ou zones humides d'altitude. Un épisode destiné à vous informer et à vous sensibiliser sur la fragilité de ces écosystèmes, au point que des recherches approfondies sont menées par France Nature Environnement avec un programme unique en France mené par la spécialiste Marie Lamouille-Hébert. Bonjour Marie. Bonjour Thierry. Vous êtes chargée de mission biodiversité et milieux aquatiques à FNE, France Nature Environnement Haute-Savoie. Vous avez été diplômée de l'École pratique des hautes études en sciences de la vie et de la terre. Vous avez obtenu la mention très bien grâce à votre travail de recherche sur les libellules spécifiques d'altitude. Un épisode vous était consacré d'ailleurs l'an passé, il y a tout juste un an, sur ce programme et ces libellules. Vous avez soutenu plus récemment, en mars dernier, votre thèse sur le programme CIMAE pour Climatic Impact on Mountain Aquatic Ecosystems sur l'écologie des communautés des mares et étangs alpins dans un contexte de changement climatique. On va y revenir dans un instant. Alors Marie, depuis notre dernière rencontre, il y a un an, quels ont été les moments forts de France Nature Environnement ? Alors l'an dernier, nous nous étions rencontrés, c'était l'année des 50 ans de France Nature Environnement Haute-Savoie. Donc il y a eu une conférence avec Aurélien Barraud qui a eu lieu, et puis une deuxième conférence qui me concerne plus, au mois de novembre, avec Jean-Baptiste Bosson et moi-même, où on parlait de l'eau de nos montagnes, et en particulier des glaciers et des mares d'altitude. Donc c'était une conférence à Annemasse, à la salle Martin Luther King, donc ça a beaucoup de sens, et on avait au moins 300 personnes, donc c'était vraiment un événement très 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 important et très fort pour nous, très émouvant. Pour marquer la fin de cette année des 50 ans. Et puis, donc, il y a eu la soutenance, là, en mars, de ma thèse de doctorat, qui marque la fin de 4 années de travail intense. Donc, c'était un moment très, très important et très émouvant également, où il y avait beaucoup de monde présent, et lors de ma soutenance et en ligne, lors de ce moment-là. Il y a eu presque 200 personnes. Donc, c'était extraordinaire. Et on peut aussi évoquer, là, aujourd'hui même, un des moments forts, qui est le lancement de 2 projets de sciences participatives. Un projet à destination des personnes spécialistes des libellules, qu'on appelle les zoodonatologues, qui a pour visée de mieux comprendre comment une espèce qui est assez représentative des libellules de montagne a colonisé les massifs français après la déglaciation, pour comprendre comment elles se sont installées sur nos massifs, ces libellules. Et puis, donc ça c'est une des premières recherches objectives de ce travail. Et le deuxième, c'est, quand on sait où sont ces espèces et ces populations, est-ce qu'elles continuent à échanger entre elles ? Et si elles échangent plus entre elles, est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait une crête, un glacier, donc géographiquement elles sont isolées ? Ou est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des pressions liées à l'homme, qu'on appelle des pressions anthropiques, on peut utiliser ce mot-là également, qui font que elles sont plus connectées entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus échanger des individus entre elles. Donc ça, c'est le premier projet de sciences participatives qu'on est en train de lancer. Et le deuxième, dont on va parler lors de tout cet épisode ensemble, qui est lié à un projet ouvert à tous, pour que chaque individu en France et même ailleurs, puissent recenser les mares d'altitude. Et on verra pourquoi il est important de recenser ces milieux. Est-ce qu'au niveau scientifique, vous avez enregistré des résultats, des performances depuis un an concrètes ? Alors globalement, au niveau du travail que je mène, on n'a pas de recul suffisant pour enregistrer les mouvements des espèces. Moi, je travaille sur le déplacement des espèces liées aux effets du changement climatique. Donc, est-ce que certains facteurs font qu'elles vont aller plus haut en altitude, par exemple, ou que des espèces de plaine vont venir coloniser et entrer en compétition avec les espèces plus spécialistes de montagne. Donc ça, on n'a pas enregistré dans le peu de temps de mon travail. Néanmoins, on est tous au courant par les médias ou par les discussions, les réseaux ou ce qu'on veut, des problématiques qu'il y a aujourd'hui en montagne, comme récemment à Blatten, le village qui a été complètement enseveli à cause d'un décrochement ou d'un phénomène géomorphologique, on va dire, lié aux glaciers et puis à la géologie des montagnes et des massifs. On a encore en tête la Bérarde, on a beaucoup d'événements en tête qui nous montrent que
ces événements s'accélèrent et donc que le changement climatique a un effet concret sur notre environnement aujourd'hui, ce qui n'avait pas été vu par les générations précédentes, mais également, il y a des usages qui changent, comme certains refuges qui ferment, l'eau qui devient plus compliquée en termes d'accessibilité en montagne pour les alpagistes et pour les refuges également, mais également les domaines skiables qui se posent des questions sur comment ils vont pouvoir gérer un enneigement pour des touristes alors que la quantité d'eau n'est pas forcément disponible et que la neige devient de plus en plus rare. Il y avait un article ce matin dans la presse qui parlait des guides de montagne, de haute montagne, Chamonix en l'occurrence, qui prenaient des vacances maintenant en août parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer la montagne, la haute montagne. C'est trop dangereux et donc il n'y a plus il n'y a plus de sortie comme ça en haute montagne au mois d'août, ce qui est assez significatif de ce changement. Est-ce qu'on a constaté d'autres épiphénomènes, je dirais, on parlait des Alpes, mais peut-être dans les Pyrénées, en moyenne montagne aussi, dans le Massif central, en France ou ailleurs ? Alors dans les Pyrénées, ce qu'on peut dire, à mon avis, c'est un chiffre, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas professionnelle des glaciers, mais un chiffre, moi, qui m'a marqué, c'est qu'il y a moins de 2 km² de glaciers dans les Pyrénées. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus rien. On est sur l'extinction des glaciers des Pyrénées. Et je pense que ce chiffre est assez significatif de ce qui peut se passer en dehors des Alpes, mais donc sur nos territoires. Et donc, au niveau, par exemple, du glacier de la mer de glace, comme on dit à Chamonix. Oui, on voit le retrait tout à fait considérable et significatif quand on compare les photos et qui s'accélère ces années et puis qui va continuer à s'accélérer si on ne fait rien. Et ça, je vous invite à travailler tout un chacun sur nos comportements et notre façon de consommer et d'être dans notre environnement actuel, pour être peut-être plus raisonnable dans la perspective d'atteindre les objectifs des accords de Paris pour rester à 1,5 degré et conserver encore toute une partie des glaciers. C'est encore possible et mobilisons-nous tous pour ça, je dirais. Il faut redoubler d'efforts, certainement. Il faut redoubler d'efforts. Parce qu'on est au-delà des 1 degré, on est à 1,5 degré, voire peut-être même bientôt 2 degrés, je pense. Alors dans les Alpes, oui. Dans les Alpes, oui, mais à l'échelle planétaire, on n'y est pas encore. Oui, parce qu'il y a l'effet d'albédo, comme on dit, où il fait plus chaud en montagne, en fait, et l'accélération du changement climatique est plus significatif en montagne qu'en plaine. Tout à fait. 2 fois plus importante dans les Alpes qu'à l'échelle de la planète. Donc on doit faire 2 fois plus d'efforts et d'attention ici dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Partout. Voilà. Les montagnes qui sont aussi centres d'intérêt en vue des JO 2030, mais ça on aura l'occasion d'en reparler et qui fait l'objet de toutes les attentions aujourd'hui au niveau du COJOP, du ministère des Sports, etc. C'est d'autres sujets. Alors on va revenir, Marie, si vous le voulez bien, sur votre soutenance, la soutenance de votre thèse du 19 mars dernier, un moment important, j'imagine, dans votre parcours professionnel et pour le programme de recherche CIMAE. C'est un programme unique en France dont le but est d'étudier les zones humides d'altitude et leur biodiversité afin de mieux les protéger. Parlez-nous donc de ce moment important dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc ce travail, il s'inscrit dans un contexte de déclin de la biodiversité qui est sans précédent. On en est qui est lié aux activités de l'homme, les dégradations de milieux, de zones humides et d'autres, je passe. Je pense que ça, on est un peu tous au fait de ces aspects-là. Et puis au changement climatique. Et aujourd'hui, 1 espèce sur 4 des espèces aquatiques d'eau douce sont menacées d'extinction. Donc dans ce cadre-là, moi je travaille particulièrement en montagne puisque c'est un milieu qui permet, qu'on pourrait dire sentinelle, qui permet de mieux comprendre les effets rapides du changement climatique parce qu'on l'a dit, le réchauffement est plus intense et puis que du fait de l'altitude, on a à proximité des déplacements d'espèces qui peuvent se faire sur des distances plus courtes qu'au niveau latitudinal. Donc c'est pour ça que moi je m'intéresse en particulier à la montagne et parce que j'ai une appétence, une sensibilité aussi pour la montagne. Est-ce qu'on peut dire que vos recherches en montagne pourraient être efficientes aussi pour la plaine ensuite ? Bien entendu, ce que je fais moi en montagne permet d'anticiper ce qui va se passer en plaine sur des échelles plus grandes, on va dire, de territoire, sur des territoires plus larges. Donc oui, c'est tout à fait l'objectif. Et puis ce qui se passe en montagne, c'est que globalement et en moyenne, en particulier en France, on a un effet de l'homme qui est un effet direct de l'homme qui est moins important qu'en plaine. En plaine, on voit bien qu'il y a des routes de partout, qu'il y a des... Voilà. En montagne, on a la chance pour l'instant d'avoir des territoires qui sont
pas partout, mais dans beaucoup d'endroits exempts de cette pression, alors, je dirais d'aménagement, parce qu'il y a quand même une fréquentation très importante. J'allais dire, c'est pas pour autant que les gens font plus attention en montagne, sur les chemins de randonnée, etc. On pourra en reparler effectivement à la veille de ces montées importantes en montagne cet été. Ça peut être intéressant qu'on fasse un point. C'est un vrai sujet au niveau des activités sportives. On ne donnera pas de nom d'épreuve, mais il y a de plus en plus de trailers et ça devient un phénomène très populaire et il y a de plus en plus de monde en fait. Tout à fait. Et la nature est toujours la même, elle, par contre, est beaucoup plus exposée. Alors on va revenir sur le contenu de votre thèse et les résultats peut-être que vous en déduisez de toutes ces recherches et de tous ces travaux. Alors ce qu'on a pu mettre en évidence, pour être courte, c'est des phénomènes donc déjà qu'il y a très peu d'études. Déjà, un truc qui est important, c'est que sur l'ensemble des études qui ont pu être faites à l'échelle mondiale, il n'y avait que 73 articles qui traitaient du sujet. Donc, c'est quasiment rien. Comment on peut l'expliquer, ce manque d'intérêt ? Parce que ces milieux qu'on n'a pas définis, mais qu'on peut peut-être définir maintenant, bien sûr. Ces milieux, ce sont des petits milieux qui sont situés au-dessus de la limite des arbres. Donc les mares d'altitude, on est d'accord. Les mares d'altitude. Zones humides d'altitude. Donc on peut dire mares, petits plans d'eau, étangs, zones humides, tourbières. En fait, ce sont des milieux où on a de l'eau stagnante, au moins une partie de l'année, donc ils peuvent s'assécher ou pas, et qui sont situés au-dessus de la limite des arbres. Et ils sont très peu connus et très peu étudiés parce qu'ils sont petits. Ils sont souvent sous la neige et puis qu'ils ont moins d'attrait pour les gens. Il y a beaucoup de personnes qui se baladent en montagne qui ne les regardent même pas. Et puis, les scientifiques ont plutôt été vers les grands lacs, les glaciers, les rivières, les écosystèmes terrestres. Et donc, c'est un peu le parent pauvre, alors que ce sont des trésors de biodiversité menacés par les activités anthropiques et le changement climatique et qu'il est indispensable de les préserver aujourd'hui. Parce qu'ils sont plus fragiles aussi, certainement. Alors, ils sont plus fragiles, parce que comme on a pu en discuter avant ce temps d'échange, ils se réchauffent plus vite que ces autres milieux aquatiques, et également, ils s'assèchent plus fréquemment. Donc, les populations et les espèces qui sont dans ces milieux sont extrêmement fragiles, et donc ont des menaces et des risques d'extinction qui sont très importants. Qu'est-ce qu'on a comme espèces dans ces mares d'altitude ? Alors, on a beaucoup d'espèces que je ne connais pas. Et puis, il y a les espèces que moi, je suis, qui sont des libellules, des plantes aquatiques et des amphibiens, donc grenouilles, tritons, crapauds, pardon. Oui. Et puis après, il y a d'autres espèces, bien entendu. Il y a des petites bêtes que l'on ne voit pas, bien des sûr. colamboles. Il y a aussi Voilà, puis il y a aussi des coléoptères, des trichoptères. Et quand l'eau disparaît, mollusques. En fait, avec l'assèchement, l'évaporation, que deviennent justement ces espèces quand il n'y a plus d'eau ? Alors, c'est ça que j'ai pu mettre en évidence, c'est que une des choses que j'ai pu mettre en évidence, c'est que le fait qu'il y ait une diminution de la quantité d'eau dans la mare, que ce soit l'hiver ou l'été, ou l'hiver quand l'eau est prise en glace, ou l'été quand l'eau disparaît totalement, l'eau libre disparaît totalement, on a une diminution des probabilités de présence des espèces. Mais il y a certaines espèces que j'ai aussi pu mettre en évidence, c'est qu'il y a certaines espèces qui sont inféodés à ces milieux qui s'assèchent. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus dans l'idée de se dire il faudrait que tous les milieux soient en eau. De toute façon, on n'en a absolument pas la capacité. Mais le fait que les milieux s'assèchent permettent aussi à certaines espèces de survivre à l'arrivée de nouvelles espèces ou à la compétition avec d'autres espèces. Et par contre, là où c'est très très important, c'est que dans les résultats de mon travail, j'ai pu mettre en évidence que c'est le facteur principal parmi les facteurs que j'étudiais, donc il y a peut-être d'autres facteurs, mais par rapport à le fait que la mare soit connectée à une autre mare ou même à la température de l'eau, la quantité d'eau présente sur une mare est le facteur principal pour la survie des espèces. Et donc, c'est un facteur qui concernait 93% des espèces que j'étudiais. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur la gestion quantitative de l'eau en montagne. C'est vraiment le numéro 1. Ensuite, il y avait la connectivité, c'est-à-dire le fait qu'une espèce puisse atteindre une mare facilement ou pas. Et donc ça, c'était le deuxième. C'était 83% des espèces étudiées qui étaient sensibles à ce facteur-là. Et puis enfin, en dernier, sur les 3 facteurs principaux que j'avais pu identifier, la température, qui arrive qu'en troisième, qui concerne 60% des espèces que j'ai étudiées. Donc je rappelle, de plantes, libellules et amphibiens. Et donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que la plupart des modèles qui étudie les effets du changement climatique sur la distribution des espèces, ce que je vous évoquais qui était mon cœur de sujet,
Et ben, finalement, ils travaillent principalement basés sur des scénarios climatiques, basés sur la température. Et donc, on a déjà des résultats effrayant de l'effet du changement climatique au travers de la température, mais en fait on sous-estime les effets du changement climatique sur la biodiversité des mares d'altitude parce qu'on ne prend pas en compte et on n'a pas les moyens de savoir, où elles sont, puisqu'on ne connaît pas leur localisation, et deux, est-ce qu'il y a de l'eau ou pas. Et donc pour l'instant, on sous-estime tout à fait les effets du changement climatique sur ces milieux. Et donc, juste ça, on reviendra là-dessus, puisque l'application qu'on est en train de développer et qu'on est en train de lancer, qui est aussi l'objet de notre temps d'aujourd'hui, est dédiée à ces aspects-là. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Mais aussi, il y a un autre point important dans les résultats de mon travail de thèse, c'est que ce que j'ai pu mettre en évidence, c'est que les communautés, c'est-à-dire les assemblages d'espèces, c'est-à-dire que les espèces qui sont bien ensemble, pour donner des images qui peuvent parler à tout le monde, elles sont bien ensemble, ces espèces, les mêmes espèces, partout sur les Alpes du Nord, du Sud et des Pyrénées. Par contre, elles ne vont pas se situer aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'on va avoir parfois un ensemble d'espèces, donc les mêmes assemblées ensemble, par exemple dans des mares très connectées dans le nord des Alpes et sur des mares isolées dans le sud des Alpes. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir les mêmes localisations en termes d'environnement en fonction de si elles sont dans les Alpes du Nord, Alpes du Sud ou dans les Pyrénées. Et ça, c'est extrêmement important, sauf sur l'hydropériode, c'est-à-dire elles vont être sur des mares temporaires ou des mares permanentes. Mais ça, c'est extrêmement important, puisque si on veut gérer et conserver des espèces, il ne faudra pas mettre en place les mêmes actions de gestion conservatoire si on se retrouve dans les Alpes du Nord et dans les Pyrénées. Et donc, il faut avoir une attention particulière à quel est l'environnement de l'espèce que l'on veut sauvegarder si on se retrouve dans les Alpes du Nord ou dans les Pyrénées. Et donc, il faut des études adaptées là où on est et non pas se baser sur des études qui ont été faites ailleurs. Et comment on explique que cette différence est due à la chaleur, peut-être ? C'est dû effectivement à des conditions environnementales différentes qui sont celles liées à la chaleur, la quantité d'eau, l'exposition. Voilà. Et donc ça, tout à fait. Mais aussi qu'il n'y a pas exactement les mêmes cortèges d'espèces. Il y a des espèces qui ne sont pas dans le sud des Alpes, qui sont présentes dans le nord des Alpes, et idem dans les Pyrénées. Et donc finalement, ces espèces, elles fonctionnent différemment ensemble. Même si les mêmes sont ensemble, elles ne sont pas toujours avec... elles ont aussi d'autres espèces avec elles. Et donc ça... c'est quelque chose qui est hyper intéressant. On n'a pas pu aller aussi loin dans le cadre de mon travail, mais dans les suites du travail, on va aussi travailler sur l'interaction des facteurs et puis l'interaction des espèces entre elles. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les Alpes et les Pyrénées, par exemple ? Il y a, dans les groupes que moi j'ai étudiés, il y a globalement un cortège alpin dans le sens zone biogéographique alpine. Les écosystèmes alpins qui sont aussi les écosystèmes pyrénéens. C'est vraiment lié à une zone. Il y a la zone méditerranéenne, il y a la zone continentale, etc. Donc sur la zone alpine sur laquelle moi je travaille, qui englobe bien entendu donc les Pyrénées, globalement on a des cortèges assez similaires et quelques espèces qui vont être endémiques aux Pyrénées, c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver que dans les Pyrénées, et puis des espèces qui sont dans les Alpes du Nord et qui ne sont pas dans les Alpes du Sud. Ça, c'est effectivement le cas. Et après, sur les conditions, on a des petites différences environnementales qu'on a pu mettre en évidence et que vous retrouverez dans mes travaux dans le détail, qui à mon avis sont un peu du précis pour développer aujourd'hui. On dit que les zones humides font partie des écosystèmes les plus riches du monde. Pourquoi et comment en fait ? Alors ce sont des écosystèmes qui sont à l'interface entre l'eau et la terre, et donc elles ont donc à l'interface, donc il y a des échanges, il y a des connexions. Voilà, elles ont des connexions, et puis elles ont des espèces qui sont plutôt terrestres et des espèces plutôt aquatiques, donc il y a quelque chose de doublé finalement par rapport à des espèces qui seraient exclusivement aquatiques ou exclusivement terrestres. Donc on a ces deux cortèges, et puis ce sont des milieux qui vont avoir énormément de capacités pour, je dirais, améliorer la qualité de l'eau, des fonctions épuratoires, de stockage du carbone, et qui ont été extrêmement dégradées, voire détruites par l'homme, puisque aujourd'hui, il y a des régions où il y a 97% de ces zones qui ont été détruites. Alors, à l'échelle mondiale, on est plutôt à 50-60%, mais en fonction des régions, on peut avoir jusqu'à 97% de ces milieux qui ont été détruits, alors que ce sont des stocks de carbone, abritant une biodiversité exceptionnelle, qui alimente la plupart de nos populations dans le monde,
puisque par exemple les rizières, les fermes aquacoles sont basées sur des systèmes liés à des zones humides. Est-ce que dans notre région, Savoie-Mont-Blanc et dans les Pyrénées, on agit pour protéger plus qu'auparavant ces milieux aquatiques, justement ces zones humides ? Est-ce qu'il y a des actions concrètes sur le terrain ? Alors, il y a des actions concrètes sur le terrain. C'est quelque chose d'assez marginal. Mais on est en train de mener sur des territoires pilotes des actions assez intéressantes, en particulier avec les différents usagers, avec les alpagistes, les domaines skiables, pour travailler, et les refuges. On discute et on essaye de co-construire un plan d'action pour les mares d'altitude. Et donc, il y a quelques actions qui ont déjà été lancées, que ce soit de la sensibilisation, pour que le public puisse être informé de l'intérêt et regarder ces milieux, qui sont merveilleux, mais non regardés. Ce sont des trésors cachés, finalement, parce que personne ne les regarde, mais visibles. Et après, il y a aussi des actions pour, par exemple, travailler avec les alpagistes pour laisser une partie de l'eau libre pour le bétail, mais mettre en défend, donc préserver une partie pour la biodiversité. Mais c'est surtout, donc ça, ce sont des actions et d'autres. Il y a du désempoisonnement qui est en train d'être fait dans le Mercantour, sur lequel on travaille en partenariat avec le parc du Mercantour pour justement laisser de la place à la biodiversité par rapport à l'usage pêche. Donc il y a beaucoup de travail qui est en train d'être mené. Par contre, effectivement, c'est assez marginal encore. Puis des zones qui sont localisées, priorisées dans des grands schémas d'aménagement. Mais par contre, la réglementation et l'État français reculent sur la protection de ces milieux. Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des plaidoyers pour défendre ces milieux, pour mieux les protéger. Alors, pas forcément avec une protection, une loi. Alors ça, ce serait l'idéal, mais c'est pas quelque chose qu'on peut envisager demain à court terme. C'est quelque chose plutôt sur long terme et pour lequel on va militer et porter ce plaidoyer auprès du ministère pour faire évoluer la réglementation qui aujourd'hui régresse sur ces milieux. Donc par exemple, en juillet 2024, il y a eu une simplification de la loi qui fait que les zones humides de moins de 1 hectare peuvent être, dans certains cas, détruites sans aucune démarche réglementaire. C'est-à-dire qu'on est dans un cas où nous, on se bat pour quelque chose qui, d'un point de vue de l'État, au-delà de rassembler les différents usagers pour travailler ensemble, se range derrière certains usagers qui ne sont pas forcément les plus représentatifs de leur profession, mais qui gagnent sur des combats qui vont à l'encontre du bien commun. Et donc, il y a un autre cas, c'est là, il y a des discussions sur déclasser certaines zones humides, les classer en zones fortement modifiées pour ne pas atteindre des objectifs pour lesquels on s'est engagé au niveau européen. Donc, on est vraiment dans un cas où nous, on travaille avec une énergie débordante et d'arrache-pied vers quelque chose où l'État français lève le pied, voire même part en arrière. Et c'est vraiment une catastrophe. Alors nous, on garde l'énergie, la motivation parce que c'est notre métier et qu'on y croit et que pour nous, c'est du bon sens. Mais c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas forcément aidés, alors que les usagers et tous les parties prenantes de la montagne sont OK sur le chemin à prendre ensemble, quoi. Ouais, l'État qui prend des décisions parfois irréelles avec des autoroutes de 50 km qui coûtent des millions dans le sud-ouest. Voilà, c'était juste une parenthèse. Parfois, je pense, c'est par manque d'informations, manque de connaissances aussi, certainement. Manque de consultation réelle. Manque de consultation. Tout à fait, puisque ce qui est passé en juillet 2024 par rapport à l'octroi de dégrader, détruire des zones humides de moins de 1 hectare, dans la consultation publique, même les agriculteurs émettaient des avis contre. Émettaient des avis étaient pour contre. la préservation, Tout je veux à dire. fait. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de personnes qui étaient contre. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça se retrouve facilement. Et l'État français a quand même choisi d'aller vers quelque chose qui, pour la population, c'était pas d'accord. C'est-à-dire que c'est une mascarade de démocratie. Oui, il y a d'autres enjeux, je pense, économiques ou politiques. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Exactement. Qui, finalement, n'est pas dans mon métier, mais qui nous insurge quand même. On va revenir dans nos mares d'altitude, qui ont aussi des rôles sur la nature, sur l'intensité des crues, la filtration des eaux, le ralentissement des ruissellements en montagne. Une part importante de cette activité qu'on ne connaît pas très bien, finalement. Alors tout à fait, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Et puis on ne connaît pas très bien parce qu'aussi, comme je vous l'ai évoqué, elles ne sont pas connues. On ne sait pas où elles sont.
on s'est pas du tout penché sur la question. 73 articles scientifiques à l'échelle mondiale, c'est rien du tout. Rien du tout. Alors là, j'ai pas de comparatif parce que j'ai pas fait l'exercice, mais il faudrait que je puisse comparer avec d'autres types de recherches qui sont réalisées. Mais concrètement, c'est rien du tout. Elles sont pas connues. On ne regarde pas ces milieux. Quand je vais sur le terrain et qu'il y a des gens qui m'accompagnent, que j'emmène avec moi, ils sont émerveillés. Ils disent ah oui, mais en fait, j'ai jamais regardé. Ils les ont pas vus en fait. Ils les ont pas vus. Ils les regardent pas. Alors, pourquoi les recenser, justement, c'est important parce qu'il y en a beaucoup. On avait parlé d'images satellites au dernier épisode pour venir confronter ce que vous regardez sur le terrain et ce qu'on voit depuis la hauteur. Tout à fait. Et on arrive justement à avancer sur ce recensement. Alors, grâce aux images satellites, j'ai pu travailler donc, avec le pôle éclat de Aix-en-Provence pour... Dans le cadre de mon travail de recherche, intégrer quelques zones que je n'avais pas dans ma cartographie pour travailler sur la connectivité des mares. Mais par contre, pour pouvoir développer ces modèles et ces méthodes à partir des images satellites, on a besoin de données de terrain. Et donc, il est très important que les personnes puissent localiser les mares et nous donner des informations aussi sur le fait qu'il y ait de l'eau ou pas. Comme je vous ai dit, la question de la quantité d'eau dans les mares est indispensable pour mieux appréhender les effets du changement climatique sur la biodiversité de ces milieux. Et c'est pour ça que là, on est en train de lancer un projet donc, de sciences participatives qui vise à mobiliser tout public à partir d'un outil simple qui est une application dans laquelle on télécharge un formulaire. Donc, on peut voir peut-être sur les images. Tout à fait. Donc, on installe une application qui est ODK Collect. Ensuite, on scanne un QR code qu'on peut retrouver là dans la vidéo ou sur le site internet de France Nature Environnement. On mettra en incrustation, en synthé, oui, super. Tout à fait. Et derrière, on a le formulaire qui s'ouvre dans lequel on va juste noter. Donc, automatiquement, on sera localisé. On met son nom et puis on prend une photo et on dit s'il y a de l'eau ou pas. Et après, on passe à la suivante. Donc, en moins d'1 minute, on va pouvoir recenser ces milieux. Et donc, ça va donner 2 informations extrêmement importantes. Au-delà de la localisation et de est-ce qu'il y a de l'eau ou pas, c'est que ça donnera l'information donc, de la présence de ces milieux. Et donc, ça nous permettra de plus sensibiliser et informer sur la localisation et la présence de ces milieux indispensables à protéger. Et également, ça permettra derrière d'entraîner les modèles avec les images satellites pour pouvoir créer des modèles hydrologiques qui nous permettront de, comme je l'évoquais tout à l'heure, de modéliser la distribution des espèces et de pouvoir anticiper les effets du changement climatique et mieux identifier quelles actions on peut mettre en œuvre pour limiter les effets du changement climatique sur la biodiversité des espèces de mares et d'altitude. Oui, parce qu'il y a l'évolution. Comme il fait de plus en plus chaud, peut-être qu'il y a moins de mares parce qu'elles s'assèchent. Mais d'un autre côté, avec la fonte des glaces et des glaciers, ça recrée d'autres mares peut-être. C'est pour ça qu'il y a tout ce changement, justement. Tout à fait. Ce qui a pu être montré dans les articles scientifiques qui ont été faits dans les Alpes du Sud, en Italie, c'est que les mares elles-mêmes, elles sont montées de plus de 55 mètres en altitude. Avec la fonte. Avec l'assèchement et la dégradation des milieux à la limite des arbres, et puis la fonte effectivement des glaciers et la création de nouvelles petites mares qui, elles, pour l'instant, au début, peuvent être éphémères. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de chamboulements, elles peuvent apparaître et disparaître, mais ça nous intéresse énormément de suivre. Pour l'apparition de la vie aussi. Et tout à fait. Et donc c'est pour ça que la localisation des mares, c'est au-dessus de la limite des arbres, on peut dire à peu près au-dessus de 1500 mètres, mais jusqu'au front des glaciers. Donc chacun peut aller localiser ces milieux jusqu'au front des glaciers. Et même ceux qui vont sur les glaciers, des fois, on a des mares perchées. Donc c'est sans problème, il n'y a aucune limite, que ce soit en altitude ou en latitude, c'est-à-dire si vous allez en Italie, en Autriche, il n'y a aucun problème, j'essaye de développer aujourd'hui à l'échelle européenne un groupe de conservation des mares d'altitude, et donc c'est tout à fait OK, et toutes les données qui sont en train d'être bancarisées, et c'est quelque chose de nouveau sur les mares d'altitude, seront partagées avec tous les acteurs de la montagne, de la gestion, les collectivités, et donc c'est quelque chose de tout à fait open source qui ira pour tout le monde pour une amélioration des connaissances et une préservation de ces milieux. C'est une action d'intérêt général, comme on dit. Tout à fait. Donc on invite tous les randonneurs à télécharger l'application ODK Collect
et à scanner le QR code et à se connecter et donner les informations lors de leur sortie en montagne. Un petit point, c'est qu'il faut télécharger cette application et installer avant d'aller en montagne. Tout à fait. Et après, c'est utilisable hors ligne. C'est pour ça qu'on a utilisé ce système-là, ce qui est différent des applications en général, qui est un petit peu plus complète. Oui, parce qu'en montagne, on n'a pas toujours de réseau. On n'a souvent pas de réseau. Et donc, on a vraiment mis en place un outil spécifique à notre projet. Donc, il faut télécharger l'application la veille quand on regarde la météo, par exemple. On télécharge l'application et on prépare sa sortie en montagne. On invite donc tout le monde et tous les bénévoles également. Chacun peut participer en téléchargeant l'application qui est aussi traduite peut-être dans différentes langues. Tout à fait. Comme l'application a pour viser un maximum de personnes, l'idée est aussi que si on est guide de haute montagne ou accompagnateur en montagne ou une office du tourisme ou n'importe quel acteur ou dans un refuge, on peut également permettre aux personnes qui sont avec nous dans notre groupe, qui sont pas françaises ou pas francophones plutôt, d'utiliser, elle est traduite en anglais, italien, espagnol, ça vous verrez, allemand, et donc n'importe qui va pouvoir l'utiliser en France ou ailleurs pour renseigner tout ça. Et puis si vous êtes intéressé, il va y avoir différents événements que vous retrouverez sur le site internet de France Nature Environnement Haute-Savoie sur les maires d'altitude ont besoin de vous. Vous aurez les dates où vous pouvez nous trouver en montagne ou des webinaires qu'on organise pour mieux présenter cet outil et puis mieux comprendre la genèse du projet. On ne peut pas tout dire en quelques minutes non, aujourd'hui. Absolument, mais c'est vrai que sur le site internet, il y a beaucoup d'informations et vous menez beaucoup d'actions aussi l'été, notamment sur le terrain, avec l'arrivée de tous les touristes. C'est vrai que nous, en Savoie-Mont-Blanc, ici dans les Pyrénées, il y a beaucoup de monde en montagne qui cherche de plus en plus la fraîcheur aussi. Tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a une surfréquentation par moment dans les territoires de montagne. Tout à fait. Et là, c'est là où il faut être très vigilant, en particulier avec ces petits milieux très fragiles, comme je l'évoquais, qui sont soumis à des conditions extrêmes de température, de vent, les UV, la particularité que tu évoquais par rapport à l'albédo, etc. Et donc, il faut être très, très vigilant de ne pas aller dans l'eau, éviter les baignades, éviter la crème solaire si on met les mains dans l'eau. On ne va pas se rafraîchir dans les lacs de montagne. Ni faire la vaisselle, ni faire d'autres choses que l'on n'a pas forcément envie de savoir. Pas de crème solaire, pas d'huile. Tout à fait. Et en plus, par exemple, moi, quand je suis en montagne, entre des secteurs, je vais me désinfecter parce qu'on peut aussi transmettre des pathogènes aux espèces qui sont dans les milieux. Donc, c'est très important. Et puis, quand on utilise l'application, il faut faire attention. L'idée n'est pas d'aller dans l'eau, bien entendu, c'est de localiser les mares. On ne fait pas de selfie. Exactement. Et il faut se dire que quand on marche et que nos pieds se trempent ou font sortir de l'eau de part et d'autre de notre chaussure, c'est qu'on est peut-être dans un endroit où on est en train de porter atteinte à des écosystèmes très fragiles et très précieux. Parce qu'on porte, nous, quelque chose aussi sur nos chaussures, voilà, et qu'on pourrait transmettre dans l'eau et aux espèces. Donc, en résumé, on regarde les mares d'altitude, mais on n'y va pas, on ne touche pas. En gros, c'est ça ? Exactement. Le merveilleux par les yeux, c'est déjà pas mal. Très bien. Ça, c'est un beau message. On a, par tradition, sur Rouge et Blanc, demandé un message à nos invités, à faire passer à nos auditeurs. Quel serait votre message, Marie ? La philosophie est affaire d'enfance. Tout comme la fascination pour les animaux, non pas qu'elles soient puériles, mais au contraire, parce qu'elles ont le sérieux de tout ce qui est à l'état naissant, de tout ce qui inaugure un monde. C'est d'un premier œil, une fois ouvert, que tout l'univers tient sa réalité. C'est-à-dire que juste regarder, c'est de Alain Cugnot, La libellule et le philosophe. Juste regarder, on a l'univers tout entier devant nous. C'est pas nécessaire. Et je conclurai, si je peux, sur une citation de Margaret Mead, qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. » Donc venez nombreux, soyez nombreux, mobilisez-vous. C'est par votre action à tous qu'on va pouvoir avancer sur la préservation et la protection de ces milieux fragiles et menacés aujourd'hui, ainsi que leur biodiversité. Vous parliez tout à l'heure dans la citation d'enfants. C'est vrai qu'on le fait pour nous, mais aussi pour les générations futures. Tout à fait. Eh bien, un message d'espoir. Merci à vous, Marie. Et peut-être d'ici l'année prochaine, on se reverra pour prendre les dernières informations et l'évolution du succès de l'opération ODK Collect. Merci, Marie. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci, Thierry.